Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession au scrutin d'octobre prochain. Mais ce renoncement, qui survient peu avant le lancement du processus de révision de la Constitution, suscite quelques interrogations. Le président Alassane Ouattara explique cette décision par l'importance particulière accordée au respect de ses engagements, et à sa volonté absolue de transférer le pouvoir à une jeune génération. Pour le président Banda-Kani, ce renoncement subit de Ouattara à se porter candidat aux prochaines présidentielles cache beaucoup de choses. Écoutons maintenant le décryptage de la situation par le président Banda-Kani. Écoutons. C'est donc une grande annonce solennellement lors de son allocution qui était déjà prévue il y a pratiquement une semaine lorsque le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, invitait les parlementaires et les ministres dans le cadre d'une révision de la loi fondamentale en Côte d'Ivoire, celle de la Constitution, qui date de 2016, mais également la révision du code électoral avant la tenue du scrutin le 31 octobre prochain. Alassane Ouattara reste dans les délais, car la sous-région, la CEDEAO, avait effectivement demandé à ce que les révisions de la Constitution se fassent 7 mois avant la tenue d'une élection présidentielle dans les pays de la sous-région. On reste dans le délai, mais personne ne s'attendait peut-être, la plupart ne s'attendaient pas à l'annonce du chef de l'État ce jour, qui a annoncé évidemment qu'il ne se présentera pas comme candidat à l'élection présidentielle de cette année en cours pour le mois d'octobre prochain. Il laisse la place à la nouvelle génération et fera d'ailleurs, il le promet, une passation de pouvoir démocratique pour laisser la nouvelle génération diriger la Côte d'Ivoire. Pour en débattre ce soir, un panel trié sur le volet, nos amis ivoiriens qui ont l'habitude de décrypter l'actualité de la Côte d'Ivoire en direct Skype, le docteur Boga Sako, Gervais et Habib Sanogo, on les retrouve dans quelques instants. Ici sur ce plateau central, accompagné d'un homme politique et analyste politique également, le président Banda-Kani, président du NMP, est en notre compagnie ce soir. Monsieur Banda-Kani, bonsoir. Bonsoir Madame Dimala. Victoire Dimala, j'aime bien votre prénom. C'est un prénom qui a beaucoup de sens. Je voudrais saluer toute la galaxie dans laquelle c'est le continent, en cette édition spéciale. Je voudrais saluer les techniciens d'Afrique Média. Je voudrais saluer toute la communauté panafricaniste du monde entier, et particulièrement nos amis de Côte d'Ivoire, mes co-panélistes. C'est un plaisir pour moi d'être là. J'espère qu'on va être à la hauteur du débat. Merci à vous. Merci, président Banda-Kani, d'être en notre compagnie, d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine ce soir. Je démarre ici sur ce plateau central avec vous, président Banda-Kani, et également sur le compte Twitter du président Alassane Ouattara. Le discours a été relayé point par point, et ce dont évoquait le docteur Boga Sako Gervais, c'était sur le bilan établi par Alassane Dramane Ouattara. Ce jeudi, dans son allocution, il dit: je n'ai certainement pas tout réussi, mais les résultats sont là. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Un bilan positif pour Alassane Dramane Ouattara. Votre analyse à chaud de cette annonce faite ce jour par Alassane Dramane Ouattara sur une candidature qui ne sera pas effective en octobre 2020. Ben, écoutez, je voudrais, à la suite de Boga Sako, saluer cette, je qualifierais de semi-victoire. Semi-victoire parce que il est évident, Boga Sako a raison, et il y a un contexte géopolitique qui s'est mis en place et qui a obligé M. Ouattara à faire ce cinéma, ce théâtre, ce scénario qui ressemble à un tour de passe-passe pour essayer de redorer son blason et de se ménager une sortie, entre guillemets, une sortie heureuse, c'est pas, de l'histoire. Il veut sortir, il fabrique, il se tisse, n'est-ce pas, une sortie, n'est-ce pas? Non, il ne peut pas avoir le triomphe de M. Ouattara dans l'histoire. Il est dans la poubelle de l'histoire de l'Afrique, c'est connu. Bon, il croit qu'il peut tricoter, n'est-ce pas, une sortie qui serait plus ou moins honorable d'après lui. C'est là qu'il s'agit. Mais comme mon ami le docteur Boga l'a dit, il y a un environnement, grâce au travail que nous avons fait, on a sensibilisé, n'est-ce pas, on a éduqué, on a élevé le niveau
du géopolitique des Africains, qui savent discerner les enjeux géopolitiques et qui savent identifier désormais très bien qui travaille pour l'Afrique et qui est contre l'Afrique. Donc aujourd'hui, au niveau africain, il est établi. Le M. Ouattara ne peut être un modèle pour personne, ni pour la nouvelle génération, pour personne. Donc, comme on dit souvent, on essaye de se ménager une sortie honorable. C'est ça qu'il s'agit. Bon, il y a d'autres aspects quand même qui relèvent de sa vie privée. Et moi, comme j'ai du respect, nous sommes des Africains, malgré les différends, n'est-ce pas, qui nous caractérisent dans mes rapports politiques avec le président Ouattara. Je respecte sa vie privée. Je pense qu'il y a des raisons privées. Le temps va révéler ça aux Africains. Il y a aussi cette dimension-là qui explique, n'est-ce pas, cette décision. En troisième lieu, il faut évoquer aussi la volonté de ses parrains. Ces chocolatiers, ce gang international, n'est-ce pas, qui a fait un bas sur la Côte d'Ivoire, d'anticiper sur l'avenir, d'anticiper et de ne pas être surpris, n'est-ce pas, par les conséquences des situations qu'on ne peut pas maîtriser rapidement. Donc il y a tout ça qui entre en scène. Donc, c'est mes victoires, parce que quand même, il faut le dire, Dr Boga a raison. La parenthèse Ouattara pour la Côte d'Ivoire qui se ferme, c'est quelque chose. Parce que personne ne sera Ouattara que le président Ouattara. Oui. Vous comprenez? Même s'il y aura des sosies, n'est-ce pas? Mais ces gens ne peuvent pas être comme l'original lui-même. Ça, c'est un fait. Et à ce niveau, le docteur Boga a raison. Mais pour moi, je dis c'est une victoire. Pourquoi? Parce que les gens comme Ouattara et ses parrains ont l'art de transformer leur défaite en victoire. Ils ont l'art de retourner la situation et de les vider de toute substance historique. On a vu, il avait perdu l'élection en Côte d'Ivoire, mais par un tour de passe-passe, il s'est fait nommer président. Et il y a beaucoup d'Africains qui ont cru à l'époque qu'il avait raison. Hein. Vous voyez qu'il nous a fallu au moins 10 ans de combat pour que les vérités soient établies. Quand en fait il n'a jamais gagné d'élection et qu'il a fallu comme bombarder un palais présidentiel pour l'installer. Donc c'est de là qu'il s'agit. Donc là encore, on est là devant ce tournant, parce que il dit qu'il se retire de la nouvelle génération. Il a auparavant écarté tous ses rivaux. Monsieur le président Gbagbo, vous le savez, est mis hors jeu par les voies les plus crapuleuses et les plus honteuses qui puissent exister sur cette terre. Tous les autres candidats, n'est-ce pas, qui auraient pu, n'est-ce pas, mettre en danger le projet de ses parrains, ont été écartés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour écarter le président Gbagbo, par exemple, il a fallu que le monde entier, l'Occident se donne la main pour créer une juridiction la plus honteuse que l'humanité ait connue, n'est-ce pas, cette Cour pénale internationale, pour la mettre sur pied et de manière abracadabranteuse, n'est-ce pas, déclarer quelqu'un innocent, mais le garder en prison. C'est quand même terrible. Tout ça parce que il faut exclure le président Gbagbo du jeu politique ivoirien. Je ne reviens pas sur d'autres cas, n'est-ce pas, les anciens amis avec qui il était hier, qui aujourd'hui sont contraints à l'exil. Je parle de M. Soro. Donc, entre-temps, en Côte d'Ivoire, le président Bédié, tous ces gens-là qui font un pas, leurs droits sont violés, il y a une répression terrible. L'arrestation de Jacques Mangwa, le vice-président. Tout à fait, du PDCI, tous ces consorts. Mais vous bougez un peu, la police intervient chez vous et tout. On est dans un contexte ivoirien où c'est un état d'exception. C'est l'un des rares états d'exception d'Afrique. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, les libertés sont sous hypnose. Le président Ouattara s'est attribué tous les droits politiques. Les moindres droits politiques qu'il laisse sont des droits vidés de tout contenu. Vous savez qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas de médias privés en Côte d'Ivoire. Vous le savez, non? Il n'y a pas de télévision privée en Côte d'Ivoire. Les gens ne le savent pas. Hein? C'est-à-dire que, et ça passe comme ça, le monde entier. Imaginez-vous un autre pays africain qu'on qualifie de dictature, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de télévision privée. Donc, ça dit que c'est la télévision officielle qui chante, n'est-ce pas, comme on dit, les louanges, la chanson officielle. Il n'y a pas de médias privés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un pays où il y a des prisonniers politiques. C'est-à-dire, des gens sont en prison pour leurs opinions. Bref, c'est-à-dire qu'on a un état d'exception. C'est-à-dire, M. Ouattara, tout ce qu'on refuse à d'autres présidents en Afrique. Il y a également les positions sur le franc CFA ou encore ECO. Oui, je voulais revenir sur l'ECO. C'est-à-dire sur l'ECO, bon, ouais, mais M. Macron. C'était une forte controverse. Oui, M. Macron qui voulait anticiper là-dessus, c'est plutôt embobé, il a tué l'ECO. Parce que je l'avais dit ici que M. Ouattara, la femme voulait forcer. Vous voyez la réaction du Nigeria et autres, ça a tué l'ECO. Ça fait que c'est une monnaie maintenue.
Elle est montenée, donc il n'y a pas de débat dessus. Donc il y a tout ça. Donc vous voyez que ce qu'on refuse dans d'autres présidents, par exemple, prenons le cas de la Guinée-Conakry, c'est toujours les mêmes raisons, mais prenons le cas de la Guinée-Conakry par exemple, où vous voyez la France du boucan, n'est-ce pas, autour du projet de révision de la Constitution, mais en Côte d'Ivoire, d'abord M. Ouattara s'est permis, ils ont octroyé un deuxième mandat, silence total. Maintenant il a fait changer la Constitution, silence total. Mais que ce soit un autre pays là, à côté là, qui n'est pas dans le jeu français, le monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter. L'Union européenne, la France, ils vont faire du bruit, ils vont bombarder. Mais vous voyez, lui, il a tous les droits. Ce qu'on refuse à l'autre de faire, lui, il peut le faire. Donc ça devait renseigner, ça renseigne suffisamment sur cette démocratie néocoloniale, n'est-ce pas, qu'on veut vendre l'Afrique, mais ça passe plus désormais. Le travail qui a été fait a produit tellement de fruits que personne ne peut dire désormais. Donc, on est là devant un tour de passe-passe, dont le projet en réalité, c'est de baliser le chemin pour un nouveau Ouattara. Pour quelqu'un qui va le remplacer et continuer le job. Il y a des noms qui circulent. La raison pour laquelle vous prenez cette annonce avec beaucoup de pincettes. Oui, j'ai dit semi-victoire. Oui. Le docteur Boga a raison. Quand il dit Boga Sako, il a raison de dire que c'est une victoire, c'est clair. Parce que comme je dis vraiment, que M. Ouattara se retire dit qu'il ne se présente plus, c'est vraiment une page qui se ferme sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais, et j'ai indiqué que les autres qui vont vouloir limiter ne pourront pas être des originaux comme lui. Donc à ce niveau, il y a une marge. Il y a une marge qui s'ouvre. Mais comme ils sont malins, ils savent très bien que la marge là va s'ouvrir. Ils se sont donné les moyens de verrouiller tout ça. Verrouiller. C'est pour ça qu'il va changer la Constitution. C'est pour ça qu'on a écarté tous les niveaux politiques. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, ils contrôlent tous les circuits du pouvoir, les circuits financiers, les circuits institutionnels, les circuits symboliques, les circuits géopolitiques. Ils se accaparent tout ça de manière, quand j'ai expliqué ça, l'écartement de barbeau du géopolitique, les menaces qui pèsent, la répression politique, vice-président du PDCI, qui est encore en prison. Jusqu'aujourd'hui, voilà son ancien ami Guillaume Soro est en exil, le président Bédié est pratiquement en résidence surveillée. Donc vous voyez dans quelles conditions il prétend passer la main aux nouvelles générations. Donc il est en train de vouloir baliser le chemin pour que son remplaçant, qui aura le même profil que lui, et qui aura pour mission de continuer, n'est-ce pas, cette politique de M. Ouattara, qui a fait de la Côte d'Ivoire le nouveau comptoir néocolonial global. Et c'est ça qu'on veut d'ici dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire le nouveau comptoir néocolonial global, c'est-à-dire qu'une économie de casino, un pays qui n'appartient pas à ses habitants, dont les ressources sont confisquées par une mafia internationale qui s'accapare les richesses et se le partage au détriment des populations du pays. Donc, il faut que M. Ouattara, en se retirant, laisse la place à quelqu'un qui va garantir ça sur le parapluie français, franco-américain et des chocolatiers. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est mi-victoire. On est content, n'est-ce pas, que désormais, il va se retirer de la scène de l'histoire africaine. Tant mieux, mais il ne faut pas être naïf, parce qu'en se retirant, il prépare les conditions pour qu'un autre Ouattara vienne continuer le travail que lui a eu à faire. Merci, Président Bandakani. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'analyse. On va tout d'abord, avant de retrouver nos invités en direct Skype, prendre un extrait de cette allocution de près de 1 heure du président Alassane Dramane Ouattara ce jeudi à Yamoussoukro, lorsqu'il faisait donc cette annonce qu'il ne se présentera pas pour un 3e mandat à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 dans le pays. Mes chers compatriotes, je suis fier de toutes ces belles performances. Oui, je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces 9 dernières années. Ces résultats sont conformes aux engagements que j'avais pris devant mes compatriotes au moment où je briguais la magistrature suprême. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter
à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Et dans le monde. C'est une promesse forte de nos devanciers. C'est un idéal que nous devons porter ensemble pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait d'Alassane Dramane Ouattara, ce jeudi Sema Saya Moussokro, un discours qui était très attendu lorsque le chef de l'État ivoirien appelait donc les parlementaires et les ministres à s'y rendre. L'on s'attendait à une grande annonce, celle d'une possible candidature. Ce ne sera pas le cas avec l'annonce que fait Alassane Dramane Ouattara. Je vous retrouve en direct Skype, Habib Sanogo. Il faut le dire, ce vote sur la révision de la Constitution qui sera extraordinaire se fera sans la présence des parlementaires du GPS proche de Guillaume Soro. On se rappelle qu'ils ont été arrêtés, du moins interpellés à la base. À la suite, ils ont été conduits dans des prisons à Abidjan. Ils ne pourront pas participer à ce vote qui se fera avec les parlementaires, avec les députés et les sénateurs. On va prendre les téléspectateurs dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver le président Bandakani ici. Président Bandakani, à la suite de l'annonce de ce calendrier sur la révision de la Constitution et sur le code électoral en Côte d'Ivoire, plusieurs partis politiques de l'opposition font leur sortie pour contester cette rapidité à laquelle le régime en place et ses collaborateurs auraient établi ce calendrier. En quelque sorte, aujourd'hui, ce jeudi, l'allocution, le discours prononcé par Alassane Dramane Ouattara n'avait essentiellement rien de nouveau à part la non-participation au scrutin du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Les partis politiques contestent leur non-participation à l'établissement de ce calendrier sur la révision de la Constitution et le temps choisi, puisque on le voit clairement dans ce calendrier, tout se fait à une vitesse exponentielle, ne donne pas l'opportunité à ces partis de faire d'éventuelles ou de procéder à d'éventuelles rencontres et propositions. Mais même si on avait associé ces partis, ça changerait quoi? Si on avait changé, si on avait associé ces partis, n'est-ce pas, ce simulacre institutionnel, ça aurait changé quoi? De manière fondamentale. Le débat en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat institutionnel. Ça me fait rire. Il y a des groupes, il y a des intérêts politiques qui veulent centrer le débat en Côte d'Ivoire sur le formalisme institutionnel pour les besoins de la cause. Le vrai débat en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est sous occupation. La Côte d'Ivoire a été recolonisée. La Côte d'Ivoire est devenue un comptoir néocolonial de type global. Et c'est une innovation. C'est le FMI, la Banque mondiale, les chocolatiers américains, la France et les Américains ont expérimenté en Côte d'Ivoire un nouveau schéma de colonisation qu'ils veulent, n'est-ce pas, distiller dans toute l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, malheureusement, ça risque seulement de rester en Côte d'Ivoire. Le vrai débat, il est là. Parce que ceux qui veulent fermer le débat sur le formalisme institutionnel veulent éviter le débat sur le rôle de la France, sur le rôle des Américains et de tout le gang de pillards, n'est-ce pas, qui a arraché la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, du monde de son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc même si nous avons là-bas associé les gens sur ces bricolages institutionnels, ça n'aurait pas changé. Maintenant, moi, je devais revenir à la suite du docteur Boga sur la forme rapidement et sur le fond. Quand j'ai écouté le président Ouattara, ça me fait sourire. Vous savez, Madame Djimala, un crime a beau être parfaitement exécuté. C'est un crime. Je dis, un crime a beau être parfaitement exécuté. Et que les criminels peuvent être parfaits dans l'art de procéder à leur crime. Vous comprenez? Oui. Ça l'enlève du fait que c'est un crime. Deuxièmement, plus un crime est parfaitement exécuté, plus il faut punir, c'est vraiment les criminels.
Donc ça montre que le crime a été planifié, pensé, vous comprenez, bien élaboré. Or, quand un crime est pensé, bien élaboré, c'est l'abjection. Vous comprenez? Donc là, nous voyons le triomphalisme cynique du président Ouattara, n'est-ce pas, durant son discours. Parce qu'il se convainc lui-même que non, n'est-ce pas, le crime, l'abjection politique qui est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, il suffit de ce tour de passe-passe pour que ça cesse d'être ça. Donc, tous les Africains savent qu'aujourd'hui, l'un des régimes les plus honteux de ce monde, c'est ce régime qui est en Côte d'Ivoire. Donc, alors, vous voyez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Président démocratiquement élu en Côte d'Ivoire. M. Ouattara dit qu'il est le premier président démocratiquement élu en Côte d'Ivoire et il va être le premier à passer le pouvoir, le président démocratiquement élu, sans commentaire. Sans commentaire. Je t'ai vous parler tout à l'heure du cynisme, du crime parfait. Ouais, c'est-à-dire l'outrecuidance du président Ouattara de considérer comme démocratique sa prise de pouvoir, c'est un scandale. C'est un scandale moral, c'est un dérèglement moral, éthique et politique. De considérer que lui, le président Ouattara, il a assuré le pouvoir de façon démocratique. C'est-à-dire bombarder un palais présidentiel, n'est-ce pas, humilier, n'est-ce pas, le président démocratiquement élu, humilier son épouse, et déporter le président, n'est-ce pas, à l'étranger, à un coup de bandit qu'on appelle CPI, dire que c'est ça la démocratie, mais il n'y a que Ouattara pour le penser. Et ce n'est pas surprenant d'ailleurs venant de sa part, parce que sa conception de la démocratie, on a vu, n'est-ce pas, à quoi cela tient. Oui. Il a convoqué, il dit, il est sur la trace de la mémoire du frère Boigny. Mon Dieu! Vous avez parlé du cynisme et du crime, hein, de l'abjection. Où est la fortune du frère Boigny? Moi, je ne veux pas revenir sur le fouettisme. Ça n'a jamais été mon idéologie politique en passant. On sait où ça conduit le pays. Mais quand même, si vous voulez respecter un mois de quelqu'un, mais commencez à respecter ses héritiers. Ne touchez pas à ses biens. Où sont les biens d'Oufouet? Qui s'est accaparé des biens d'Oufouet? Eh bien, c'est le couple Ouattara. Je parle de cynisme. On se lève quelqu'un le jour, mais la nuit on le tue, on détruit son héritage, on humilie ses enfants, même son épouse. Dans quel cas se trouve aujourd'hui l'épouse de l'Oufouet? Lui qui est si attaché à l'oufouettisme. Ah ben c'est ça l'oufouettisme. À la fin de sa vie, quand le combat qu'Oufouet a mené, M. Ouattara est-il dans le combat, dans la continuité du combat de l'Oufouet Boigny? D'ailleurs, s'il était oufouettiste, il ne l'aurait pas contesté à M. Bédier, n'est-ce pas, le dauphinat constitutionnel. C'est M. Bédier qui était le dauphin constitutionnel. M. Ouattara voulait faire un coup d'État, n'est-ce pas? Mais il n'a pas pu, mais il a différé, et après, il a mis le pays à faire Yassa. Donc, alors, lorsqu'il convoque la mémoire du frère Boigny, mais c'est un niveau de cynisme, n'est-ce pas, dont il est le seul, n'est-ce pas, d'assumer. Alors, vous écoutez ce qu'il dit. Vous voyez, il veut se retirer du pouvoir, mais en réalité, il veut être le parrain du pouvoir. Il a dit ouvertement, hein, mes conseils et mes relations seront à votre disposition. Donc, c'est très bien ça que ça veut dire. C'est une espèce de parrainage mafieux. Ça rappelle un certain Al Capone. Vous comprenez? Donc il veut parrainer. Il veut quitter le pouvoir, mais pour mieux le conserver. Et rester une espèce de parrain. Alors, écoutez, Madame Djimala, quand je vous dis que le président Ouattara est le chouchou de la communauté internationale des criminels, vous voyez? Venez regarder ce qu'il veut faire là. C'est ce que le président Kabila a fait en RDC, non? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, en RDC, ça n'a pas été accepté par la communauté internationale des criminels autoproclamés. Et alors, à l'heure actuelle, la communauté internationale autoproclamée des criminels est en train de tout faire pour créer une guerre entre le président Tshisekedi et M. Kabila. Ils font tout et tout. Pourquoi? Parce que cette alternance sage, qu'est-ce qui a eu lieu en RDC, c'était fait en dehors de leur parrainage, en dehors de leur contrôle. Mais comme en Côte d'Ivoire, ça se fait sur le contrôle et sur leur parrainage, ils vont applaudir, ils sont en train d'applaudir. Ils accompagnent cela. Vous comprenez? Ils accompagnent cela. Donc, vous voyez, vous me dites que c'est monsieur, la communauté internationale des criminels l'autorise de tout faire. Mais à notre président, on refuse à tous ces présidents de faire ce qu'on autorise à M. Ouattara de faire. Allez comprendre pourquoi. Donc, voilà des éléments qui démontrent que, sur le plan de la forme, n'est-ce pas, on est en face d'un tour de passe-passe, n'est-ce pas, de M. Ouattara, comme je vous ai dit, qui veut se donner une sortie honorable, n'est-ce pas? Il veut sortir de la prise de façon honorable. Mais c'est trop tard, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Il y a longtemps que les Africains ont compris la nature du régime qui est à Côte d'Ivoire et la nature de la conception politique de M. Ouattara et les intérêts qu'il incarne. Alors parlons de son bilan. Par le fond. Ça fait rire. Alors il dit, le bilan est merveilleux, il a construit les infrastructures, les ponts et machin comme ça. J'avais déjà indiqué. On s'interroge, quel pays est-il? J'avais déjà indiqué ici que après lui, tous les politiciens qui vous disent qu'ils font les infrastructures et les ponts, et font de ça le nœud de leur bilan. Méfiez-vous d'eux. Parce qu'il y a beaucoup d'argent ça dans le monde qui cherchent à être blanchis. Et un des moyens aujourd'hui de blanchir l'argent dans le monde, c'est de faire les infrastructures à tout vent. Pont, machin et consort. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? La Côte d'Ivoire ne se réduit pas au plateau et à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est pas le plateau et à Abidjan. Deuxièmement, quand c'est bien de faire les infrastructures, mais il faut s'assurer qu'il y a des capacités endogènes de maintenance et de reproduction de ces infrastructures. Sinon, c'est un endettement permanent. Vous laissez le pays, comme je l'ai dit, on appelle ça l'économie des casinos. Les casinos. On fait des projets pour blanchir de l'argent et laisser le pays, n'est-ce pas, surendetté, alors que les vraies richesses ont été collectées pour envoyer à l'étranger. Deuxième élément pour savoir... C'est ce qu'on remarque, vous allez poursuivre l'analyse, oui. Permettez-moi, Président, dans l'allocution du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara n'a pas mentionné la question de la dette importante. Mais je vous dis, je sais de quoi je parle, je vous dis ça. Donc, et c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a placé là. Dans le monde aujourd'hui, il y a un excès d'argent. L'offre d'argent dans le monde, n'est-ce pas, est excédentaire à la demande. Ça fait donc que, bon, ben, il faut toujours blanchir l'argent. C'est là qu'il s'agit. Puisque, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle l'abcès de la financiarisation, qui fait que, n'est-ce pas, l'argent produit l'argent, alors que hier, dans le cycle passé du capitalisme, l'argent passait par l'eau. L'argent passait, c'était le procès production matérielle, n'est-ce pas, production matérielle, vente sur un marché, et puis argent, le production matérielle, aujourd'hui, c'est pas ça. L'argent produit l'argent, on fait tout pour éviter, n'est-ce pas, la médiation du procès d'une production réelle. C'est ça qu'il s'agit. On masque ça avec l'histoire d'intérêt, l'économie numérique, mais c'est pour tromper les naïfs. Donc, il va laisser la Côte d'Ivoire sur une pluie de dettes. Pluie de dettes. Et vous connaissez ce qu'on appelle l'économie de l'endettement. Vous n'en sortez pas. Vous n'en sortez pas. Alors, on dit, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Madame Dimala. Bon, alors, sous Ouattara, quelle est la part du revenu, n'est-ce pas, de ce cacao qui devient à la Côte d'Ivoire? Pour se dire qu'il est le plus grand économiste du monde entier. Donc, lui, quelle est la part du revenu? Premier producteur mondial de cacao. Allez voir quelle est la part du revenu. C'est le premier producteur mondial de cacao. Rien qu'avec ça, la Côte d'Ivoire serait un paradis. Je dis rien qu'avec ça. Et c'est que le combat d'Oufouette à la fin de sa vie. Oufouette a dit, vous nous volez. Le vieux a stocké, il a bloqué il a stocké le cacao sur place, pour qu'il devait changer, n'est-ce pas, que ça allait peser. C'est là où on lui a mis ce monsieur dans ce monde, M. Ouattara. Est-ce que M. Ouattara, qui prétend être oufouettiste, continue le combat d'Oufouette pour essayer de rééquilibrer, n'est-ce pas, les lois du commerce international? Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? La part qu'il est bien à la Côte d'Ivoire est insignifiante. Lui-même, Ouattara a reconnu la reste discours. Il a reconnu lui-même dans ce discours que c'est pas possible ça. Nous ne pouvons pas être le premier producteur de cacao dans le monde et la part qui nous revient est insignifiante, Madame Dimala. Moins de 10%. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Donc un grand économiste, un vrai bilan aurait été d'augmenter la part de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'augmenter la part de la Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas été en mesure de le faire. Parce que justement, les chocolatiers qui l'ont placé au pouvoir, ils veillent. Il veille à partir du moment où on lui a permis, lui, son épouse et son clan, depuis la Côte d'Ivoire de prendre de leur part, on s'en fout du reste. La gestion, la gouvernance. Le budget de souveraineté de M. Ouattara, ça monte à 500 milliards. Par an. Un budget de souveraineté, il ne rend compte à personne. Il ne rend compte à personne. Vous avez entendu l'Union européenne, la France, l'ONU, le FMI parler de ça? Ça aurait été notre pays africain. Ça aurait été une guerre mondiale, ça aurait été le président debout ou un autre, mais près de 500 milliards, c'est-à-dire son budget de souveraineté. Il gère ça, il ne rend compte à peu. C'est pour lui. Et il est même jamais parlé de bonne gouvernance. De bonne gouvernance. Même sous faute, on n'est pas arrivé à ce niveau. Même sous faute, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et il y a ce que j'appelle la néo-esclavagisation de la force de travail en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous voyez, je termine. Vous voyez sous Gbagbo, sous le président Gbagbo, tout à l'heure, le docteur Bogala l'a révélé, ce président Gbagbo, le plus haut producteur cacao et de café, était à quel niveau? Et c'est à quel niveau chez M. Ouattara? Depuis qu'il est là, ça a baissé tellement. Vous comprenez?
C'est le bon sens. Quand vous dites que votre bilan est positif, c'est pas, il ne s'agit pas de faire plaisir aux bailleurs de fonds qui vous prennent de l'argent. Il faut que les Ivoiriens, dans leur niveau de vie, observent une augmentation. Les travailleurs ivoiriens sous Gbagbo ont vu leurs conditions de vie augmenter de façon substantielle. Depuis que leur pouvoir ça a baissé, l'énergie coûte très cher. Il y a eu des grèves en Côte d'Ivoire pour l'énergie. L'énergie coûte très cher. L'école coûte très cher. Pourquoi? Parce que pour financer, n'est-ce pas, cet endettement extraordinaire, il faut que le train de vie des populations soit, comment on dit ça, drastiquement baissé, bloqué. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne parlerai pas de l'hypercorruption. Ses amis de l'Union européenne ont produit un rapport, ils l'ont caché. Où eux-mêmes disaient que ça, c'est quand même trop grave, on est allé trop loin. Vraiment, le niveau de corruption qu'il y a en Côte d'Ivoire, ils appellent ça l'hypercorruption. Ils ont caché ça pour ne pas nuire à leurs amis. L'Union européenne, en coulisses, disait c'est quand même trop fort, il fait trop fort. Mais ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont ensemble entre eux. Ce rapport-là, c'est connu. L'hypercorruption. Les marchés de gré à gré, de copain à copain, de clan à clan, les marchés de gré à gré. Alors qu'on parle de bonne gouvernance. Je terminerai en disant c'est bien beau de dire qu'il est performant. Mais c'est votre très ingrat. Il le doit à Gbagbo. Quand il prend le pouvoir, Gbagbo a déjà négocié. Malgré la guerre, le président Gbagbo a tenu les équilibres fondamentaux de l'économie ivoirienne. Il a tenu la trajectoire contre bailleurs de fonds en maintenant un programme de gouvernance le plus sérieux et le plus équilibré qui a permis d'arriver au point d'achèvement. Quand on va pas quitter le pouvoir, des milliers de milliards sont déjà disposés pour être accordés à la Côte d'Ivoire à cause des performances économiques et des performances en matière de gouvernance du président Gbagbo. C'est ça que M. Ouattara a trouvé. Il a seulement pillé, n'est-ce pas, pour partager entre copains et copains. Il devait être reconnaissant en disant merci au président Gbagbo. Merci encore, Président Badakani. On retrouve le Président Badakani en notre compagnie ici sur ce plateau central. Le docteur Boga a mentionné les véritables pièges qui sont derrière à la fois cette modification constitutionnelle, l'annonce du président Alassane Dramane Ouattara. Il y a un élément fondamental qui serait passé de façon inaperçue dans ce calendrier de la révision de la Constitution mentionné il y a quelques jours. Les mandats des parlementaires pourraient être prolongés en cas d'impossibilité d'organiser les élections dans les délais prévus. C'est un statut de cette modification de la Constitution que beaucoup n'ont pas évoqué à l'approche de cette élection. Pourtant, un véritable enjeu est caché derrière. Encore plus que la Cour suprême vient d'être supprimée dans le cadre de cette élection et on privilégie beaucoup plus les institutions de la République telles que la Cour des comptes. C'est elle qui sera un peu plus prise en considération dans le cadre de cette révision de la Constitution. J'avoue qu'en réalité, on se perd un peu dans l'organisation constitutionnelle qui est en train, les réformes, si j'ai envie de les appeler comme ça, qui sont en train d'être effectuées en ce moment sur le plan constitutionnel, alors qu'on s'achemine vers une élection, tout devrait être clair. Mais moi, ça m'amuse. Votre observation est juste et extrêmement pertinente. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Je ne suis pas surpris. J'ai toujours dit ici que la Côte d'Ivoire, c'est un état d'exception. C'est l'état d'exception. Tout le démontre que c'est un état vraiment d'exception. Et un état d'exception est gouverné par des méthodes exceptionnelles. C'est clair et net. Et c'est ce que le président Ouattara a fait depuis l'envoi du président Gbagbo à la CPI, alors qu'il n'y avait pas de ratification. Depuis la gestion même du pays, les institutions qui sont taillées sur mesure. Tout à fait. Pour lui. Les institutions telles que celle du Premier ministère, du vice-président Jean Vidézier, qui sera nommé par le chef de l'État élu avec l'accord du Parlement, quand on connaît quand même de quel côté penche le Parlement. Oui, donc c'est taillé sur mesure. Lorsque l'accord avec le président Bédier à M. Guillaume Soro fonctionnait, l'institution était taillée sur mesure pour ça. Maintenant qu'il y a des accords entre M. Ouattara, M. Bédier et M. Guillaume Soro, il faut refaire, n'est-ce pas, l'architecture institutionnelle du pays pour le tailler
sur mesure pour réussir, n'est-ce pas, ce tour de passe-passe que M. Ouattara fait pas. Parce qu'en fait, c'est un tour de passe-passe. C'est-à-dire, je ne me présente pas, ça crée une bulle, là, une bulle, mais derrière, je ne peux pas de vrai coup. Et je vous dis, le vrai coup de M. Ouattara, c'est de passer le pouvoir à quelqu'un qui va continuer sa politique, qui va continuer son projet. Et il y a des noms qui circulent au-delà de M. Koulibaly, Amadou Koulibaly, au-delà de Bakayoko, ces gens qui sont positions-là, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a des gens comme le Tidjane Thiam. Oui, M. Thiam, je cite le nom, je donne le nom. Et que les gens retiennent ce nom. M. Thiam, qui a le profil, n'est-ce pas, qui fait l'unanimité, n'est-ce pas, autour des chocolats du bœuf, dans le temps international qui a, n'est-ce pas, pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc vous voyez qu'il est en train de baliser le chemin. Il est question de baliser le chemin. Bon, maintenant, la prolongation des mandats de l'Assemblée nationale, au cas où il n'y a pas d'élection, mais il n'y a pas de cependant là-dedans. Il y a le président. Et là encore, il est seulement en train d'assurer ses arrières. C'est-à-dire que s'il y a même des problèmes, mais tant que le Parlement, n'est-ce pas, fonctionne et acquis à sa cause, il n'y a pas de problème. Il va justifier ce qu'il va faire. Il va dire, écoutez, le Parlement a dit que les représentants du peuple ont dit que c'est tout ça. Il est tellement en train de mettre les gars le fou. Donc il n'y a pas quelque chose là de fondamentalement. Moi, je ne suis surpris en rien par tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Parce que l'enjeu, je dis en Côte d'Ivoire, c'est que le gain international, c'est qu'au-delà de la personne de M. Ouattara, que leur affaire continue à marcher. C'est cela qu'il s'agit, il n'y a pas autre chose là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'au-delà de M. Ouattara, leur affaire continue à marcher. Et pour ce faire, ils ont pris des mesures exceptionnelles. Écarter M. Barbeau, écarter M. Bédier, écarter tous ceux qui pouvaient nuire à leur projet. Et ils les ont écartés par des voies exceptionnelles, Mme Dimara. Des voies, regardez dans ces pays, regardez ce qu'on appelle cours pénal international, regardez une cour internationale. C'est-à-dire, il y a l'ONU, il y a l'ONU, il y a tout le droit international est contendant dans ces pays, et vous voyez ce qui s'y passe. On déclare quelqu'un innocent, mais on le garde. Parce qu'il faut que les échéances se passent en Côte d'Ivoire. Il faut que M. Ouattara maîtrise bien son calendrier. Il faut que M. Barbeau soit libre pour gâter le plan comme on dit au quartier. Pareil pour le ministre Blé-Goudé. Alors, ce n'est pas suffisant pour lui. Allez, le président Bédier, il faut neutraliser. D'où la révision de la Constitution, entre autres, pour l'écarter. Et il le nague en disant, bon, j'avais dit que nous c'est les vieux, on doit se retirer. Mais en fait, il nague M. Bédier. Il nague M. Bédier parce que chacun doit le dire. M. Soro revendique qu'un deal qu'il a avec M. Ouattara. Aujourd'hui, il a rappelé que tu n'as fait 2 mandats, tu pars. M. Bédier aussi revendique qu'un deal à M. Ouattara que bon, tu devais être président, après tu me repasses le pouvoir. Donc, M. Bédier a un certain âge. M. Bédier a fait des sorties pour dire que moi, je suis candidat. Je suis candidat. M. Bédier l'a dit. Alors, M. Ouattara pour le naguer dit, écoutez, nous on avait dit que vraiment, nous les vieux là, il faut qu'on passe du terrain aux nouvelles générations. Mais il dit ça à qui? Il nague M. Bédier. Et il se moque de M. Bédier. Parce que M. Bédier, d'après M. Ouattara, l'a défié en allant essayer de réconcilier, en allant voir M. Barbeau, toute la coalition, j'espère que le tout va M. Ouattara a estimé que c'était un défi. Et il y a un élément qui est très important, Madame Dimara, qu'il faut remarquer. Je dis, regardez le silence de ce que vous appelez communauté internationale. Regardez bien ce silence. La France ne voit pas. Monsieur Macron, très bavard ce temps-ci, ne dit rien, ne voit pas. L'Union européenne est silencieuse. L'ONU ne voit pas. L'ONU qui a le regard partout en Afrique, partout. Personne ne voit, Madame Dimara. Posez-vous les questions. Moi, si vous d'ailleurs, je suis surpris de voir que le président, M. Soro, il est réfugié en France. Mais regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que personne ne dit rien. Pourquoi? M. Ouattara sait qu'à Paris, à l'Union européenne, l'essentiel de ses parents sont d'accord avec ce qu'il fait. Il est en train d'exécuter le mandat qu'on lui a donné. Il dit, donne-nous quelqu'un, prépare ton départ. Parce qu'il y a des indicateurs personnels et géopolitiques qui démontrent que là où tu es là, nos deux intérêts ne sont pas très garantis. Il y a une configuration internationale là, qui a été se mettre en place, nous ne sommes pas très sûrs de toi. D'ailleurs, déjà, nous on croyait que M. Trump va tomber, il va être destitué, il n'est pas destitué.
Il n'est pas expliqué qu'il n'y a pas les élections. À Paris, en France, M. Macron il ne pourrait pas avoir un deuxième mandat. Personne ne maîtrise les configurations qui vont être prises en France. Il y a toute l'Union européenne avec le Brexit. Il y a des configurations qui se mettent en place qui ne sont pas très favorables pour le second international. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je répète, il faut anticiper rapidement pour que, au-delà de la personne de M. Ouattara, les garanties soient établies sur le plan institutionnel et sur le plan politique. Nous, donc, je pense pas ce qu'il fera et le balisement du chemin pour un successeur. C'est ce qu'il va faire. Donnez nom encore, je n'ai pas le nom. Monsieur Cham. C'était noté, président Badakani. Donc, vous dites que je termine avec. Oui, allez-y, vous terminez. Il y a le monsieur qui a posé la question sur le vote au niveau du Nord. Oui, tout à fait. Dr Boga a déjà répondu. Je ne peux pas ajouter. Monsieur Ouattara est arrivé au pouvoir de façon exceptionnelle. Il ne peut donc pas organiser les élections normales. Évidemment, le Nord, c'est une zone. Mais c'est son fief, c'est sa plantation électorale, c'est sa réserve électorale. Donc il est évident qu'il n'y aura pas d'élection là-bas, sauf seulement pour s'assurer que, n'est-ce pas, toutes les opérations qui vont s'y passer vont, n'est-ce pas, rouler pour lui. D'ailleurs, vous avez vu, d'ailleurs, il y a peut-être 6 mois, il a demandé à l'ONU de certifier les élections. Oui, tout à fait. Et allez voir. D'accompagner le pays dans l'organisation. Il a bien dit la certification, tout à fait. Il a dit, venez certifier l'élection nationale, venez m'accompagner. Comme quoi, c'est très clair. Vous m'avez mis ici, vous m'avez me lâcher. Revenez par l'achèvement ce qu'on avait commencé. On sait très bien ce qu'a signifié en Côte d'Ivoire la présence de l'ONU. Merci encore, président Badakani. On s'achemine vers le terme de cette édition. On peut se téléspectateurs, on revient donc et on va sortir de cette édition spéciale ce soir avec la réaction du président Badakani sur cette interpellation. Président, allez-y en 2 minutes. Je n'ai pas de sentiment particulier au propos de M. Sankaré. Nous connaissons notre ami Sankaré. Voilà, il a le droit de soutenir M. Ouattara. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'il faut qu'il s'initie au panafricanisme. Il faut qu'il s'initie au panafricanisme. Les panafricanistes ne sont pas surpris. Pour les panafricanistes, ils sont chez eux partout en Afrique. Et les problèmes de la Côte d'Ivoire sont les problèmes du Cameroun, vice-versa, de tous les pays africains. Ce sont les élémentaux du panafricanisme. Bon, ils ne semblent pas le comprendre. Bon, deuxièmement, lorsqu'il... mon cher Sankaré, vous n'avez pas écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas réécrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les faits sont têtus. Voilà, on connaît comment M. Ouattara arrive au pouvoir. Ce n'est pas le président Badakani qui a confié à M. Ouattara de prendre le pouvoir de cette manière. C'est lui-même qui a fait ses choix avec ses réseaux et ses parrains. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de maintenir Gbagbo à la Cour pénale. Ce n'est pas nous qui avons dit au président Gbagbo de déporter son homologue Gbagbo, n'est-ce pas, à la Cour pénale, alors qu'il n'y avait aucun accord entre la CPI et la Côte d'Ivoire. C'est un fait, mon cher ami. Ce n'est pas nous qui le disons. Donc, ce n'est pas nous qui avons dit à M. Ouattara d'être le garçon de course de M. Macron pour dire que le franc s'est passé une très bonne monnaie, pour après, quelques temps après, venir dire le contraire. Ce n'est pas nous qui avons dit de faire ça, mon cher ami. Ce n'est pas nous qui avons inventé le fait que M. Gbagbo, avant de partir du pouvoir, a laissé des milliers de milliards dans les caisses de l'État, dans le cadre de l'initiative PPTE, que M. Ouattara est venu profiter de ça. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, ce sont des faits, mon cher ami. Ce n'est pas nous qui avons inventé le fait qu'aujourd'hui, le prix aux producteurs, que ce soit sur le café, le cacao, l'EVA, la NACAD, ont chuté de près de 80% sur M. Ouattara. Ce n'est pas de notre faute, ce sont des faits. Bon, maintenant, vous êtes libre de le soutenir, mais je vous en prie, prenez le temps de savoir ce que c'est que le panafricanisme, de comprendre notre démarche, et tout en gardant votre droit à M. Ouattara. Merci à vous. Merci, président Badakani, pour cette dernière intervention. Merci. Au-delà de toutes sortes de spéculations, une chose est certaine, par ce renoncement, Alassane Dramane Ouattara, qui a accédé au pouvoir après des violences sanglantes, qui ont fait plus de 3000 morts, veut soigner indubitablement son image. Ici, Christine Muriel, correspondante internationale, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.